Je vais vous parler de qualité dans un projet complexe, en effet, et pas beaucoup de qualité géographique. Comme ça, vous allez voir, vous allez vous en rendre compte très rapidement. Je ne vais pas parler beaucoup de qualité géographique. Donc, je vais vous parler rapidement du système d'information sur l'eau. C'est quand même le cœur du problème. Ensuite, des particularités des données sur l'eau. C'est des données qui nous posent quelques problèmes au niveau qualité. Comment on s'organise et puis le fait que c'est pas si brillant que ça à l'arrivée. Le système d'information sur l'eau, c'est une vieille histoire, 90, ça fait plus de 20 ans. C'est quelque chose qui s'est monté progressivement, qui s'appuie sur 150, 200 services publics qui l'alimentent, qui y participent, qui jouent avec. Donc là, je vous en ai mis une série qui n'est pas complète, et j'ai certainement oublié des gens, mais ce n'est pas bien grave. Ça bancarise beaucoup de données, des millions de données. Certaines ont plus de 20 ans. On a des données sur l'hydrométrie en particulier qui datent d'il y a 40 ans facilement. Il y a beaucoup d'argent mis dans la machine. En fait, dès que vous ouvrez votre robinet d'eau chez vous, vous nous donnez de l'argent. C'est gentil, merci, pour financer le système. L'eau paye l'eau. Donc on a en gros 30 millions d'euros par an de financement, je dirais, central, sans parler des collectivités territoriales, etc. C'est-à-dire qu'on a un budget proche de la production de l'hygiène par an. Voilà. Et on rend tout accessible. Alors là, nous, on est dans l'open data complet, sauf quand on ne peut pas juridiquement, mais enfin, disons qu'en gros, voilà. On essaye de faire en sorte que tout soit sur la place publique. On a pour ça des banques de bassin, des banques nationales, on alimente la Commission européenne, les acteurs locaux, le tout étant ouvert, je dirais, assez globalement. C'est pas parfait de ce côté-là, on a encore quelques problèmes, mais on se soigne et on avance. La toile aux France, en fait, qui est la vitrine physique que vous voyez, vous, sur Internet, c'est ça. C'est à peu près tous les sites ou morceaux de sites qui existent sur le domaine. Donc, on a des sites par bassin, un site central aux France, tout un tas de sites thématiques ou d'outils, et un data.france qui regroupe les données téléchargeables et utilisables qui sont sur les sites qui sont en dessous. Donc une organisation assez complexe, assez touffue, malheureusement trop touffue, c'est-à-dire que les gens ne s'y retrouvent pas. Alors ce que vous voyez là, c'est ce que vous ne voyez pas pour l'instant sur Internet, c'est la page d'accueil du futur site aux France, qui aurait dû être ouverte depuis un mois, mais enfin bon, ça, on est un peu lent, parfois on a quelques lenteurs, mais qui en fait, c'est déjà des choses qui sont visibles sur Internet, pour la plupart. Donc 20 ans pour construire tout ça, et on a un pivot qui est important, qui joue un rôle important, c'est le CENDRE, le secrétariat d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau, qui est en fait notre normalisateur central, celui qui nous fait notre référentiel de données, c'est-à-dire en fait nos schémas de données, nos modèles de données, qui gère nos référentiels, nos données de référence et qui les diffuse et qui travaille en permanence à mettre à jour, à améliorer, à compléter nos référentiels de données, donc nos dictionnaires de données. Il a commencé il y a 20 ans, lui aussi, 93. Donc c'est très structurant dans notre métier. C'est très structurant à la fois parce que ça nous donne une structure d'information, quelque chose d'assez bien fait. Et d'un autre côté, on le verra, ça a quelques effets pervers qu'on commence à bien voir maintenant. On s'intéresse plus au format de données qu'aux spécifications de production. Il n'y a pas de spécification de production là-dedans, cherchez pas, il n'y en a pas. On ne dit pas comment il faut produire les données, on dit comment on va se les échanger. Et encore, pas toujours. Donc c'est assez particulier, mais on a beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de référentiels, énormément d'éléments qui sont codifiés et qui sont diffusés gratuitement, là encore, librement, heureusement, sinon je ne sais pas comment nos partenaires pourraient travailler. Voilà. Alors l'eau, c'est quand même quelque chose, c'est un monde à part, c'est quelque chose qui nous pose des problèmes, j'en avais déjà expliqué, j'avais parlé justement à Lyon aussi, j'y étais. Voilà. Le SIE est confronté à un problème bien connu, Héraclite l'avait déjà dit à son temps, c'est vieux, c'est comme le monde, c'est quand même très compliqué pour nous. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. Or, nous, on va mesurer la qualité de l'eau dans un fleuve. Résultat des courses, le terrain nominal dont on vous a parlé, Gilles et d'autres, ça n'existe pas chez nous. Le terrain nominal, il a fui à peine le temps qu'on ait fait la mesure. Il a déjà disparu. Donc, on est incapable de revenir en arrière. On est incapable de contrôler nos données en revenant faire la mesure.
Ça ne marche pas. Il faut faire autrement. Donc on a développé d'autres logiques, d'autres techniques. Et on va parler de choses dont ils n'ont pas parlé, les deux jeunes qui m'ont précédé, enfin Gilles Jeune. C'est d'assurance qualité, de démarche d'assurance qualité, parce que je suis désolé, on ne peut pas faire ce qui a été fait. Alors, l'autre particularité, c'est qu'on a une variabilité, ça en découle en partie, temporelle et spatiale très forte. L'eau, ça bouge, les polluants se dispersent, le milieu évolue, les géométries des objets changent dans le temps, très vite. Il suffit, je vais vous montrer quelques photos, ça vous donnera une idée de ce qui peut se passer. Parfois même, on a des données qui ne sont pas visibles sur le terrain, voire pas connues précisément. On a eu un référentiel des données des eaux souterraines, la baie d'Elisa, qui est diffusée depuis maintenant 1 an et demi. On a des données qui vont d'une précision au 50 millième dedans à des données avec une précision de l'ordre du kilomètre. Désolé, on ne sait pas mieux. On ne sait pas plus précisément que ça. Ce qui se passe sous nos pieds à quelques centaines ou quelques kilomètres de profondeur, on ne le sait pas vraiment précisément. Voire, on a même des objets qui ne sont pas visibles sur le terrain, qu'on manipule couramment. Les stations de mesure, quand on parle d'une station de mesure dans l'eau, il n'y a souvent pas de capteur. C'est un endroit où on vient faire un prélèvement, faire une mesure. Elle n'est pas visible sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une marque en disant un poteau, disant c'est là, c'est pas ailleurs, etc. Donc, on a quelques petits problèmes. Et puis l'autre problème qui est lié au SIE, à sa complexité, c'est une grande variabilité d'acteurs, une grande variabilité donc, de comportement, de moyens, de méthodes. Et donc ça, il faut vivre avec, et on a quelques problèmes avec ça. Alors l'exemple de variabilité temporelle et spatiale, je n'y résiste pas, je suis d'Orléans, de la Loire. La Loire, quand elle est à peu près dans son état normal, c'est ça. À titre indicatif, les petites îles que vous voyez au milieu, elles se déplacent, elles bougent toutes seules. Donc c'est déjà en soi c'est gênant, elles se déplacent régulièrement. Alors on a des arrêtés de protection de biotopes sur certaines de ces îles liées au Stern. On est obligé de les refaire régulièrement parce qu'évidemment l'arrêté est au milieu de l'eau au bout d'un moment. C'est un peu gênant. Mais surtout de temps en temps, elle a quelques comportements bizarres. Elle se met une petite crue. Oui, elle est où la rivière? Alors on la voit, si vous regardez bien, on voit 2 rangées d'arbres à peu près parallèles. Elle devait être là avant. Et puis, ce qu'on ne verra plus maintenant, mais ce qui a été le cas pendant longtemps, c'est que de temps en temps, la Loire était à sec. Alors, elle ne l'est plus à sec maintenant parce qu'il y a des gens qui ont construit des barrages pour l'alimenter en permanence en été, pour que les centrales nucléaires qui sont en aval aient un peu d'eau pour ne pas exploser tout de suite. Voilà. Donc, ça, on ne le verra plus, mais ça bouge. Comment voulez-vous travailler avec un objet géographique qui bouge comme ça tout le temps? Eh bien, on fait avec. On prend un axe de rivière qui a une précision, bof, c'est pas bien grave. Et on fait avec. Alors, la qualité dans le système d'information sur l'eau, je vais d'abord vous parler des mesures, de ce qui est de la mesure qualité sur l'eau, de la mesure de physico-chimie en particulier. En gros, c'est organisé comme ça. On a plusieurs producteurs. Là, je ne vous ai mis une seule chaîne de production, mais en fait, il y en a plusieurs, plein de producteurs qui vont faire appel à des prestataires ou qui vont faire appel à des agents de chez eux pour faire prélever de l'eau, la faire mesurer. Et tout ça stocké dans une banque du SIE. Donc on a plusieurs acteurs qui vont alimenter comme ça, chacun dans son coin, une banque du SIE. On va stocker tout ce qui nous ramène. Cette donnée est rendue disponible à des acteurs qui vont être des gestionnaires. Les gestionnaires sont souvent les mêmes que les producteurs, des chercheurs, du grand public, en open data, etc. etc. Et on va essayer d'organiser la qualité de cela. Et on a un premier principe qui nous guide, c'est que les producteurs sont responsables de leurs données. Ce n'est pas le SIE qui est responsable de la qualité des données. On n'est pas capable de contrôler ce qu'ils font. On n'a aucun pouvoir sur eux. C'est eux qui sont responsables en fait, de toute cette partie-là du système. Nous, on est responsable de la banque. C'est déjà bien. Et on essaie de les organiser, mais on ne peut pas faire beaucoup plus. Alors concrètement, comment ils font pour assurer les démarches qualité mises en œuvre? Les producteurs essayent, pour la plupart d'entre eux, d'avoir une démarche d'assurance qualité, certification ISO ou autre, pour le contrôle des commandes, le contrôle des mesures réalisées par les prestataires, etc. On est dans l'assurance qualité, autant vérifier que quand on demande de faire une mesure, on ait la mesure à l'arrivée. Ça paraît important, ce n'est pas négligeable, ça permet d'assurer un minimum de choses, mais ils font pas beaucoup plus que ça. Ensuite, le préleveur, il a une assurance qualité qui est très limitée en général. Il y a un guide qualité du préleveur. Et le préleveur, il y a un document national qui explique comment prélever l'eau. Pas simple. Croyez-moi, c'est pas simple. Et puis, on fait faire des essais croisés, donc aussi une démarche d'assurance qualité. On met plusieurs personnes devant la même rivière et ils vont prélever le même échantillon. On vérifie qu'ils l'ont bien prélevé et qu'ils ont bien prélevé la même chose. On ne fait pas beaucoup plus que ça. Les laboratoires, les mesureurs, eux, ont un peu plus de choses.
Sous l'égide du ministère, il y a une accréditation des laboratoires. Alors c'est quelque chose qui était censé nous assurer une bonne qualité des laboratoires. C'est quelque chose qui pose problème parce qu'en gros, ça a fait au moins un premier effet certain, c'est qu'on a perdu des laboratoires. On n'a plus que 2 laboratoires en France pour faire les mesures. Et du coup, la qualité s'en ressent, et le prix aussi. Bon, ça, c'est pas très bon. Ils ont des normes à respecter. Et puis, on fait des essais croisés pour là aussi vérifier que quand ils mesurent, quand il y a 3 personnes qui ont pris une bouteille d'eau au même endroit, les résultats donnent à peu près les mêmes valeurs. Et on n'est pas toujours très content du résultat. Et puis ensuite, avant d'entrer les données dans la banque, là, il y a un travail important qui est fait par le producteur, souvent par un prestataire du producteur. Il va vérifier que ce qui rentre n'est pas complètement aberrant. Et là, on va rejeter des données. C'est pas bien, je sais, on m'a dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas le faire. On va rejeter des données qui sont aberrantes. Alors aberrantes pourquoi? Par rapport à des règles métiers. Un pH de 15 dans une eau naturelle, il faut vraiment avoir un problème. Donc on essaye d'éviter. Donc on va vérifier des conformités de format. Et un exemple qui est réel, hein, en 2006, sur un tout petite rivière, on a trouvé une truite qui aurait fait plaisir aux Québécois, 8 mètres 80, c'est beau, une truite de 8 mètres et quelques. Elle n'avait même pas la place pour tourner, hein, pour virer dans la rivière en question. Et puis il n'y a pas moyen de vérifier parce qu'on pêche les poissons, mais on ne les tue pas, on les pêche et on les remet à l'eau. Après, on est des gens sérieux, on est écologistes. Et donc, on ne sait pas vérifier si elle faisait 8 mètres. Non, elle ne faisait certainement pas 8 mètres, mais est-ce que c'était même une truite d'abord, hein? On n'en sait rien. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des règles qui disent tel type de poisson, il n'a pas plus de telle taille, et sinon, vous virez la donnée. Et la donnée part à la poubelle. Pas vu, pas pris. On ne la récupère pas. Alors, on essaye un peu de trouver des méthodes pour y... Alors, on pourrait faire mieux, hein, on est bien d'accord. On pourrait mettre une caméra, prendre la photo de chacun des poissons, etc. Je vous dis pas combien ça coûte. Donc, on ne le fait pas. Ensuite, dans la banque, elle, vérifie simplement le contrôle de conformité informatique, contrôle de format, respect des référentiels, il y a des données de référence sur lesquelles s'appuient nos données. C'est embêtant si on a un code INSEE qui ne correspond à rien. Donc on essaye de vérifier ce genre de choses. La banque fait ça. Éventuellement, signale des erreurs. Éventuellement, quand ce n'est pas conforme, n'accepte pas la donnée. On voit avant qu'elle soit rentrée. Mais le principal contrôle est lié au cendre, en fait, autour du cendre. On vérifie nos conformités au dictionnaire. Donc on a mis en place toute une chaîne d'outils, donc des outils, y compris en ligne sur Internet au niveau du cendre, qui permettent de contrôler que le format soit correct. C'est bien, ça a été longtemps le cœur de nos contrôles. C'est-à-dire qu'en fait, on a longtemps contrôlé que ça, la conformité informatique. Et le cendre, et c'est là où je disais, il a un effet pervers, on a des formats de données, et on contrôle les formats de données. On ne contrôle pas que c'est exact, on contrôle que c'est conforme. Et ça pose quand même quelques problèmes à l'arrivée, et on est en train de se soigner de ce côté-là. Et puis, on a des utilisateurs. Et puis, des utilisateurs qui sont d'un monde varié. Alors, il y a ceux qui sont internes au SIE, les gestionnaires, ceux qui ont vraiment un enjeu, qui financent, en gros, qui sont la tête du système. Et puis, on a d'autres utilisateurs, le grand public, les chercheurs, etc. Et eux, ils ont leurs propres exigences et ils contrôlent si ça leur convient ou pas. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font souvent? Outre qu'ils ne sont pas toujours contents de ce qu'on a mis dans les banques, qui nous le disent, et qu'on n'y peut souvent pas grand-chose, dans certains cas, ils ne prennent pas en compte certaines données. Alors, ils ne les enferment pas, elles sont dans les banques, elles sont préservées, mais eux, ils ne prennent pas en compte les données qui ne leur conviennent pas. Il y a un peu de feedback avec ceux qui sont internes au SIE, c'est-à-dire qu'il y a réellement une interaction des gestionnaires vers les producteurs, vers le système pour dire « t'es gentil, mais ça ne me convient pas, mais sinon, on n'a pas grand-chose ». Donc, on a en effet une évolution de la qualité demandée, de la qualité cible, qui est liée à l'évolution des usages. On a des usages qui se multiplient, des usages qui augmentent de territoire. On a longtemps travaillé par grands bassins. La France est coupée en 6 grands bassins. Chacun travaillait dans son coin. Donc il n'y avait pas de problème local dans le bassin, ça allait bien, tout le monde était content. Puis là, on a fait des grandes banques nationales et on commence à faire des calculs d'indicateurs sur ces grandes banques nationales. Et là, ça couine, ça ne marche pas. Les indicateurs n'y arrivent pas à fonctionner. On a aussi une automatisation de plus en plus grande de nos processus. Avant, les fichiers étaient envoyés manuellement, il y avait des gens qui les prenaient, qui les vérifiaient, qui éventuellement bricolaient un peu le fichier pour que ça rentre. On passe de plus en plus par des flux web. Et les flux web, ça ne pardonne pas. Alors là, c'est mort tout de suite. Si le fichier n'est pas conforme, ça ne passe pas, ça coince. Et donc, on a de plus en plus de problèmes liés aux automatisations. Et puis, j'insiste, il y a des demandes qui sont inaccessibles. Les chercheurs nous demanderaient toujours la Lune, si on les écoutait, et on met déjà 30 millions d'euros, on ne va pas en mettre plus.
Donc on s'arrête et il y a certaines demandes qui ne sont pas prises en compte. Je regarde le monsieur, il me fait peur. L'autre donnée, on fait quand même des contrôles qualité sur les données géographiques. Alors les référentiels géographiques, c'est récent, c'est très récent, ça date d'il y a 2 ans à peu près. On a commencé vraiment à contrôler nos données qualité géographiques. Là encore, on est incapable d'aller vérifier sur le terrain. N'arrivons pas, on fait du contrôle en chambre, de format, de cohérence. Et on a des cycles de dialogue avec des gens du terrain éventuellement, mais on ne fait pas de retour sur le terrain. Le seul terrain nominal auquel on a accès, c'est les textes réglementaires sur les zonages réglementaires. C'est le seul, en dehors de ça, on ne sait pas faire. Donc on a mis en place une procédure, une série de procédures diverses et variées. On a une procédure générale qui dit les producteurs sont locaux, ils nous envoient les données, on les contrôle, on leur renvoie, on discute avec eux et on remonte. Puis en fait on a plein d'autres procédures qui passent par du multi-acteurs, qui remontent des problèmes et qu'on intègre, etc., etc. On a vraiment toute une série de procédures de contrôle variées qui sont décrites dans un document qui pour l'instant n'est pas public parce qu'il n'est pas fini de toute façon, mais on essaye de décrire comment on procède. À l'arrivée, là encore, soit on corrige tout de suite, on est capable de corriger tout de suite l'erreur, on a trouvé une erreur, on la corrige, soit la correction vient au fil du temps, alors les stations de mesure, ça vient au fil du temps, chaque acteur corrige quand il a le temps et puis ça remonte dans les flux, etc. Soit on a des publications annuelles, soit ce qui nous est arrivé une fois, on modifie les documents du centre, c'est-à-dire qu'on a des documents qui nous disent comment ça doit être, on a ce qui est produit, et puis on se rend compte que ce qui a été écrit comme devant être n'est pas totalement raisonnable, et donc on se réadapte. Donc la loi s'adapte à la réalité du terrain. Et puis une fois dans les métadonnées, on a cité une erreur en disant attendez, on ne corrigera pas, ça nous prendrait trop de temps, mais on vous signale, il y a 7 erreurs sur 1000 et quelques valeurs, voilà, elles sont là. Quoi ? Le jeu des 7 erreurs, oui, c'est bon, c'était pas grave. Et puis, il nous est arrivé, là, récemment, de virer une donnée. Je ne veux plus l'avoir. J'ai décidé, c'est moi qui ai décidé, je ne veux plus l'avoir. Voilà. Je vous explique, hein, c'était les ports en France, les ports maritimes en France. On en avait un qui était en pleine mer, Nantes était en pleine mer, et on en avait qui était en pleine terre. Bon, et on n'avait pas tout. Bon, j'ai dit, ça va, on arrête. On la jette. Gilles... Marc Léobé se souvient un peu de l'histoire des ports. Donc on pourrait se dire que finalement on a un système qui commence à produire énormément de choses, à être relativement riche en termes de contrôle. On a pas mal de choses qui se font. Et puis non, c'est pas génial, c'est vraiment pas bon. Tout du moins c'est pas perçu comme étant bon. Alors, ça c'est discutable. On a un premier défaut, alors clairement. On fait des contrôles, on fait des mesures, on a des procédures, on a des choses dans ce goût-là, c'est clair. Tout ce qui est qualité, vous ne le trouverez pas sur Internet. Tout le reste, vous le trouverez sur Internet, mais pas ce qui est qualité. Et vous ne le trouverez pas. Les gens se le gardent pour eux. Les producteurs se regardent leurs outils, leurs démarches de qualité. Les producteurs ne sont pas très chauds pour qu'on diffuse les résultats des tests et on oublie de le faire. Et même quand on pourrait le faire, on oublie de le faire. Donc on a quand même des choses qui sont pour l'instant trop internes au système et qui ne sont pas visibles à l'extérieur. Et ça, c'est un gros défaut. Je vous dis, la démarche qualité, même si elle n'est pas récente sur le SIE, elle reste quand même assez confinée aux acteurs eux-mêmes. Au point qu'on s'est fait attaquer, il y a 1 an de ça, sur la qualité de nos données. On nous a prêté des arrière-pensées, des turpitudes ignobles, du style vous cachez sous le tapis les données de mauvaise qualité au sens l'eau est mauvaise, et pas buvable, etc. Vous planquez des choses, vous diffusez à l'Europe n'importe quoi. Enfin bon, on s'est fait attaquer là-dessus, c'était des faux procès, on nous attaquait pas là où il aurait dû être attaqué. À l'époque, on aurait pu nous attaquer en nous disant vous ne contrôlez pas vos données géographiques, ce qui n'était pas faux. Non, on nous attaquait là-dessus. Du coup, on a eu un rapport, on a eu une série de rapports, dont un rapport dit Levrault, qui est un conseil général du ministère, qui a évalué la politique de l'eau. Ce n'était pas que le SIE, qui nous a demandé en fait de faire une étude sur le système qualité, de cartographier notre système qualité et de le rendre public. En gros, je fais simple. Donc l'étude est en cours, on est en train de lancer le marché. Elle devrait nous permettre de mieux savoir ce qu'on fait, comment on le fait, où on le fait et qu'est-ce qui n'est pas fait, parce qu'il y a des trous, évidemment, il y a des trous béants dans le système, il ne faut pas se voiler la face, et de rendre visible nos démarches qualité. Mais clairement, ce n'est pas un défaut de système, c'est un défaut de visibilité du système de qualité que l'on a mis en place. Il est
pas ou peu visible, pas ou peu compréhensible. Après, vous remarquerez, je vous ai à peine parlé de métadonnées, j'apparais là pour une fois, je vous ai peu parlé de données géographiques et pas de terrain nominal, tout sauf pour dire qu'il n'y en avait pas. Donc on est dans un système qualité qui désole Gilles Troipoux, mais qui marche, qui donne des résultats corrects, je pense, sur le fond. Voilà. Un système complexe et avec des données complexes. Est-ce qu'il y a des questions? Donc je me jette à l'eau. Elle est bonne, merci. Donc oui, j'essaye de comprendre un petit peu. D'abord, clairement, on n'a pas parlé Inspire, on n'a pas parlé, disons, de contraintes extérieures. C'est le système qui, petit à petit, prend conscience des évolutions à accomplir dans une ambition vertueuse, mais disons sans contraintes extérieures. Non, on a des contraintes internes. Internes. Oui, enfin, le système en lui-même génère des contraintes internes. Et c'est celles-là qui nous font évoluer. Inspire, on est en train de se mettre sur Inspire. Enfin, on y est depuis quelques années. Enfin, on n'est pas trop en retard. Mais c'est pas, il n'y a aucune démarche qualité autour. Je veux dire, c'est pas, pour l'instant, c'est pas le jeu, c'est pas l'enjeu. C'est vraiment des contraintes internes. Nos utilisateurs internes, nos métiers internes de politique publique interne, nous génèrent des contraintes on voudrait être sûr des données publiques. Donc le marqueur de qualité, il se situe, disons, dans la prise de conscience des acteurs qui eux-mêmes produisent. Voilà. On produit pour nous-mêmes d'abord, faut être très clair, même si on diffuse à tout le monde. On n'a pas ou peu de contraintes européennes, typiquement. Un peu, mais pas beaucoup. La directive sur l'eau. Elle nous demande de faire des mesures. Oui. Oui. Non, mais toi, tu n'as pas le droit de parler. Justement, en parlant de contraintes externes, la DCE, s'il n'y avait pas eu la DCE, est-ce que vous auriez pu arriver à rassembler ce tour de table des contributeurs financiers au SIO? Oui. En fait, ça a réorganisé. Il existait avant, en 90, c'est avant la DCE. La DCE, c'est 2003. Ça existait bien avant. Et on a commencé à mettre en œuvre. La seule chose qui a changé avec la DCE, c'est qu'on a réorganisé tout notre système pour répondre aux obligations. Il y avait des segments entiers, des pans entiers d'informations qu'on ne récoltait pas. On ne s'intéressait pas au plan d'eau, on ne s'intéressait pas à l'hydromorphologie, on ne s'intéressait pas ou peu à la biologie, en par les poissons. Voilà. Donc tout ça, c'est des pans entiers qui sont montés dans le système et toute la réorganisation a été faite. Vis-à-vis du rapportage européen, puisque pour nous, la DCE, vis-à-vis de l'Europe et de l'externe, c'est le rapportage. Ce qu'on nous demande, on a des contrôles de l'Europe qui contrôlent la cohérence. Elle aussi, elle n'est pas capable d'aller sur le terrain, donc elle nous fait des contrôles de cohérence, mais c'est très faible finalement par rapport à tout le système qui est embarqué derrière. Oui, continue. Et du coup, quels ont été les moteurs de la mutualisation? Si ce n'est pas de la contrainte réglementaire, est-ce que c'était le sentiment qu'en y allant ensemble, ça coûterait moins cher à chacun ou... Alors, le moteur de la mutualisation, ça a d'abord été, bizarrement, le fait qu'il y avait de l'argent. On avait de l'argent, j'insiste, quand vous ouvrez vos robinets, vous nous donnez de l'argent aux agences de l'eau, en l'occurrence. Les agences de l'eau tirent les redevances sur les agences de l'eau, voilà, et récupèrent de l'argent. Et c'est un système qui a pu se monter parce qu'il y avait de l'argent qui était mutualisé dans 6 grandes agences financières et que par ailleurs, sans argent, ce système ne pouvait pas marcher parce que faire des mesures de qualité de l'eau, ça coûte cher, très cher, 30 millions d'euros par an. Et donc, il fallait avoir des moyens. Et on a centralisé progressivement parce qu'on s'est dit que, en effet, chaque bassin séparément, c'était bien, mais que ça devait poser des problèmes finalement aux gens qui étaient à la frontière. Il y a bêtement des régions qui sont sur 3 bassins, donc c'est quand même compliqué pour eux. Et puis que l'Europe nous demandait des centralisations parce qu'elle voulait une version française. Enfin, la France a décidé qu'elle fournissait à l'Europe une version française. L'Europe s'en fout. Elle voulait une version couvrant toute la France, mais ça pouvait être par petits morceaux. Et donc, on a centralisé progressivement. Mais c'est vraiment été la mise en commun, ça a été...
il y a une grosse masse financière et on peut s'appuyer dessus pour faire. Sinon, je ne suis pas certain qu'on serait aussi en avance qu'on l'est maintenant, sans cet argent. Est-ce que cet effort n'a été rendu possible que parce qu'a été créé l'ONEMA? Non. L'ONEMA, soyons modestes, l'ONEMA date de 2007, le SIE existe depuis 1990, j'insiste. Donc vous voyez, c'est pas lié à l'ONEMA. L'ONEMA a embarqué au sein d'une ancienne structure qui était le CSP des agents du ministère de l'Environnement, de la direction de l'eau, qui faisaient le même travail avant. Donc en fait, s'il y a une continuité des acteurs, même s'ils ont changé d'organisme, qui fait que là, oui, ça se tient. Je pense que ça tient plus à une continuité de vue et d'orientation et de pilotage par la direction de l'eau, puis par l'ONEMA, que par la création de l'ONEMA. L'ONEMA poursuit le travail entamé longtemps avant. On est modeste, on fait que appliquer, enfin continuer. Ça évolue, hein, ça bouge beaucoup, mais ça bouge lentement. On est sur des temps longs, 20 ans, c'est long.